Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandera Nera. On écoute et réécoute chez nos camarades québécois de Québéca Liberata. Visdor ce soir à la barre, accompagné, c'est un grand plaisir, d'Arnaud Naudin. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Arnaud, que vous connaissez bien sûr, désormais habitué de nos émissions, que ce soit comme invité ou animateur, et que j'ai grand plaisir à avoir à mes côtés ce soir. Pour ce qui est du grand plaisir, nous avons ce soir le plaisir de recevoir Nicolas Fabre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Pour son ouvrage « Mon retour à la Terre, guide du néo-rural », tout un programme. Il sera accompagné de Julien Lim, son éditeur. Bonsoir. Bonsoir Julien, des éditions Contre-Culture qui éditent l'ouvrage. Bon, vous l'aurez compris, nous parlerons ce soir d'un thème cher à nos cœurs, celui de la rupture. La rupture sous toutes ses formes, rupture avec la modernité, retour à la Terre comme il est coutume de dire. Défense de valeurs authentiques, mais aussi et surtout de la nécessité et de la possibilité de s'affranchir de la ville et des contraintes inhérentes à celle-ci à une époque où, nous savons tous, la virtualité règne en maître, notamment dans nos milieux, et c'est ça qui est bien dramatique, où l'on parle de rupture sans véritablement s'en donner les moyens. Le mot d'ordre qui n'a pas rêvé de tout quitter pour un ailleurs hypothétiquement meilleur. Nicolas Fabre, dans son ouvrage, nous donne des pistes de réflexion, mais aussi et surtout des clés, des critères de choix, que ce soit choix de région, de terrain, les impasses, là je reprends, je vous cite, impasse et échappatoire du labyrinthe administratif, j'avais trouvé ça très bien dit, que peut représenter cette volonté de changement jusqu'à des éléments bien plus précis et plus techniques qui vont de la greffe d'un arbre fruitier à la reproduction des poissons d'élevage pour réussir ce grand virage vers une existence plus humaine, là aussi je vous cite. Et avant de voir plus ensemble, plus en détail les pistes que nous offre Nicolas, peut-être pourriez-vous nous présenter votre parcours, en tout cas celui qui vous a amené à ce changement radical. En bref, qui êtes-vous, monsieur Nicolas Fabre ? Eh bien, je viens de Paris, je suis né dans le 20e, c'est ça, voilà. Mes parents sont médecins. Et à 18 ans, je suis parti faire un grand voyage avec mon frère pour découvrir la réalité de ce qu'on avait commencé à découvrir grâce à Internet. J'étais infographiste. Donc, ayant accès à Internet, j'ai pu découvrir toute la réalité des éco-villages, tout ça. Donc on a découvert ça concrètement. Et de retour sur Paris, on a présenté notre choix de vie à nos parents. Et ça tombait bien parce que ma mère avait le projet de créer un milieu très, très harmonieux pour accueillir les autistes et tenter de les guérir. D'accord. Parce que les médecins, magnétiseuses, ostéopathes. Bref, ça tombait bien. Nous, on a besoin d'un terrain pour expérimenter et elle d'un terrain pour expérimenter aussi. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc en fait, la démarche au départ était une démarche avec votre frère. Donc il y avait une vraie volonté de retour à la Terre, en tout cas de ce que vous puissiez imaginer comme un retour à la Terre. Oui, tout à fait. Nous, on était prêts à tout. Il fallait absolument qu'on ait un terrain, faire des légumes, une petite bicoque. D'accord. L'idée première, c'était quitter la ville, pouvoir repartir sur autre chose. Vous imaginiez déjà ce que vous souhaitiez ou vous êtes parti véritablement à l'inconnu ? Une grande partie à l'inconnu, mais bon, on avait quand même étudié notre sujet depuis 3 ans. Mais on était clair, on voulait y aller, quoi, c'est sûr. Donc un projet mûrement réfléchi. Oui, quand même. D'accord. Alors, comment en arrive-t-on à à cette analyse-là, à ce constat-là, et se dire, on part, on quitte, c'est un peu l'inconnu, c'est carrément l'inconnu. Comment ça se passe concrètement ? Parce que dans le livre, on a des outils pour le concret et le quotidien, mais vous, dans votre démarche première, quelles ont été, les motivations, vous l'avez dit, mais les premiers errements, les premiers problèmes, les premières vicissitudes de ce choix ? On n'a pas eu de problème, on a eu pour 120 000 euros, 30 hectares et une maison avec rien à retaper dedans. Donc c'était... Ça aide ? Oui, carrément. Donc j'ai commencé directement à faire les légumes, et puis doucement un peu d'élevage et les arbres fruitiers très vite aussi. D'accord. Un peu de mécanique toujours, mon frère est très porté sur la mécanique, l'électronique, tout ça. Et qu'est-ce qui nous a poussé à ça ? La manière dont les gens vivent de nos jours en ville, ils travaillent énormément pour juste avoir un toit, à manger, se déplacer. Et finalement, ils passent beaucoup trop de temps à travailler. Ils ont très peu de temps. Ils payent même pour leur temps libre. Et ça, on trouvait ça tout simplement scandaleux. On ne pouvait pas s'intégrer à cette société. On ne pouvait pas. Donc on était obligés d'y retourner. J'ai eu la chance, du coup, d'arriver dans une famille de niveau moyenne bourgeoisie. Donc j'ai eu beaucoup de vacances et j'ai pu voir qu'en France et ailleurs, la nature est absolument magnifique.
J'ai connu aussi en ville des gens de 14-15 ans qui n'avaient jamais été en forêt. Du coup, voilà. C'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intérêt on va en parler, je pense, de tout ce qui est le côté éducatif, parce que c'est un sujet que vous abordez aussi, de cette manière de faire connaître la possibilité de s'affranchir de l'urbain, de la ville. Et on le voit en région parisienne notamment, mais je pense que c'est valable dans toutes les grandes villes, de voir aujourd'hui qu'on on propose à des enfants des fermes, ou soi-disant telles, qui permettent à des enfants de voir ce que c'est qu'une vache ou un poisson, et que le poisson n'est pas forcément surgelé avec des yeux dans les coins, comme on dit, mais qu'il y a une autre réalité, et que cette réalité-là, elle est nécessaire, elle fait partie d'un corpus éducatif nécessaire pour chaque individu. Je pense que dans vos propos, ce que vous résumez fort bien, c'est une quête en fait d'une qualité de vie authentique, nécessairement authentique. Oui, c'est bien sympa les fermes éducatives, c'est très important, mais le plus important, c'est presque les fenêtres qui permettent d'y accéder sans des grands moyens financiers. On n'est plus dans les 30 glorieuses, donc maintenant, les jeunes qui peuvent retourner à la campagne, qui ont de l'énergie, ils n'ont pas forcément, même très rarement, les finances qui vont avec. Et si on passe par un chemin classique d'installation, c'est tout de suite hors de prix. Les fermes, les terrains constructibles, tout ça, c'est absolument impossible, à moins de se mettre en groupe. Et puis les groupes, quand on étudie un peu le sujet, on se rend compte qu'il n'y en a que 2% qui survivent. Peut-être 10% maintenant, je sais pas. En tout cas, je donne des pistes, voilà, des clés. Des clés, ouais. D'accord, très bien. Arnaud, peut-être une remarque? Plusieurs remarques déjà. On voit que ce qu'exprime Nicolas et le chemin qu'il a et la voie qu'il a prise, on sent que c'est quelque chose qui est en train de vraiment de plus en plus se développer à l'heure actuelle. Moi, j'avoue que les auditeurs ont déjà peut-être dû l'entendre, mais je le reprécise. Moi, je suis aussi dans ces démarches et ces réflexions-là sur pas mal de choses. Moi, je suis encore au stade de l'urbain, qui est encore en ville et qui n'a pas entrepris la démarche, mais parce qu'effectivement, je pense que l'intérêt de ce livre, que j'ai déjà un peu feuilleté, en tout cas le sommaire, c'est que il y a effectivement, déjà, il faut la volonté, mais il y a aussi les contraintes, prendre conscience des contraintes. Et comme l'expliquait Nicolas, effectivement, moi, j'ai eu des amis qui ont voulu se lancer dans l'agriculture, mais de manière plus classique. C'est tout un chemin de croix pour pouvoir s'installer, parce que déjà, il faut obtenir un certain nombre de diplômes, c'est-à-dire de brevets professionnels sans lesquels on ne peut pas s'installer. Et même pour trouver les financements, même quand on a des familles qui peuvent aider l'agriculture classique, en tout cas l'agriculture productiviste qui s'est imposée depuis un demi-siècle, c'est des coûts tellement énormes qui en plus augmentent chaque année, parce qu'au-delà de la partie mécanique, il y a des normes qui sont imposées par... moi j'ai un ami qui faisait justement faisait de l'élevage laitier classique, ce qui était imposé par la société qui venait récupérer son lait tous les jours, mais c'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'effectivement on peut s'interroger sur des absurdités anthropologiques et ontologiques que sont par exemple la ferme des 1000 vaches, mais en même temps la ferme des 1000 vaches c'est une évolution, je dirais, presque logique par rapport au système productiviste. Parce qu'effectivement, à terme, que ce soit la grande distribution ou tous les autres, c'est des normes en termes d'hygiène, il faut tel type de truc pour récupérer le lait. Donc de telle sorte qu'effectivement, si on choisit toujours l'agriculture dans cette voie-là, c'est quasiment impossible. Effectivement, si on est un jeune qui veut se lancer, c'est forcément sans aide. Et que la solution, mais je pense que la solution, elle est plus qu'une vision économique, c'est que, à mon avis, pour moi, ça dépasse et ça va jusqu'au-delà d'une réflexion sur ce qu'est la place, qu'est encore une société, on va dire, humaine, sereine, équilibrée et harmonieuse. Et donc, effectivement, je pense que des schémas plus alternatifs, comme l'explique Nicolas, à mon avis, sont des schémas qui vont être de plus en plus importants, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent de plus en plus dans ces questions-là, effectivement, même sur les questions d'éco-villages, d'éco-quartiers, d'éco-lieux, c'est-à-dire que des gens qui essayent de se regrouper dans des thématiques effectivement plus... d'un retour à la terre, mais justement plus harmonieux, plus écologique, et qu'effectivement un retour à la terre où on a une ferme qui permet à la fois ce qui est quand même le minimum, l'autosuffisance, qui va devenir un impératif par rapport faut être clair, la crise économique que l'on vit est une crise systémique qui, à mon avis, est partie pour durer très longtemps et qui va avoir des conséquences dramatiques de plus en plus importantes. Donc d'essayer d'arriver déjà à des notions d'autosuffisance alimentaire, même en ville, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des bouts de jardin ou de jardin ouvrier ou de jardin collectif, c'est déjà une chose. Et effectivement, si en plus on a la possibilité de faire le retour à la terre, c'est encore mieux.
Alors, Arnaud, je crois de souligner le côté anthropologique, c'est important. C'est vrai qu'on peut fuir la modernité, en tout cas étant dans une logique de rupture. Elle s'incarne chez Nicolas de cette manière-là. Elle peut s'incarner sous d'autres formes, bien évidemment. Est-ce que, Julien, la rupture, justement, c'est fuir la ville? Et qu'est-ce qui a pu motiver chez Contre-Culture d'éditer ce livre? Parce que je crois que chez vous, il y a aussi une démarche de fond par rapport à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans ce qu'a dit Nicolas, c'est que lui, il a réussi donc à accéder à la propriété à hauteur de 120 000 euros par un capital familial. Ça lui a permis quand même d'accéder, je crois, à près de 40 hectares, hein, ce qui est quand même considérable et ce qui permet quand même beaucoup d'extension et de possibilités. Mais évidemment, dans son livre, il donne des pistes aussi, parfois à la limite de la légalité, mais qui sont quand même très intéressantes pour des familles, pour des jeunes gens, pour des célibataires même qui ont envie de s'installer. C'est ça qui rend quand même le budget moins conséquent et l'accès plus facile. Nous, à Égalité Réconciliation et par extension à Contre-Culture, on s'est intéressé à ça déjà par Nicolas parce qu'on a fait sa connaissance maintenant courant, je crois 2010. Il nous a invités plusieurs fois chez lui et il se trouve qu'on a tout simplement aussi beaucoup aimé la Bourgogne, qui est un coin magnifique, surtout d'ailleurs le sud de la Bourgogne. Et par la suite, la question s'est posée aussi économiquement. On a monté des entreprises économiques et on s'est dit on a tout simplement aussi intérêt à privilégier l'investissement économique directement dans la terre. On connaît aujourd'hui les difficultés un petit peu du circuit financier et les crises à répétition qui se produisent. Donc c'était déjà une sécurité économique pour nos structures. Parce qu'on avait du capital successivement à nos réussites économiques et tout simplement aussi on avait besoin de permettre à nos militants, notamment d'Égalité et Réconciliation, de pouvoir bénéficier en copropriété pour certains, en usufruit pour d'autres, tout simplement d'un lieu dans lequel ils puissent se mettre au vert. Parce que tous nos courants, que ce soit le MAS, que ce soit d'autres courants, que ce soit le nôtre, on est quand même l'objet de beaucoup d'agressivité, d'adversité, d'ostracisation. Et c'est très important pour des militants de pouvoir avoir un espace où ils se retrouvent et où ils sont aussi en mesure d'affronter autre chose. Je pense, comme l'a dit Arnaud, on est beaucoup aussi des urbains par la force des choses et on a besoin de découvrir, Nicolas l'a découvert par lui-même, mais je pense que certains ont besoin de l'aide, de l'initiation d'autres. Oui, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident ou de naturel, on va dire même. Moi, pour avoir travaillé avec Nicolas, je suis assez admiratif de son potentiel parce que lui et son frère, ils ont réussi à acquérir ça effectivement par Internet. Internet est quand même aujourd'hui un gros outil pour nos structures. Mais moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément la passion ni le courage de pouvoir y accéder par eux-mêmes. Et heureusement qu'il y a donc des gens qui sont capables de les former comme Nicolas, des structures capables de les accueillir. J'espère que la ferme justement que nous on a réussi à acquérir pourra former des militants sur le long terme. Et puis là il y a aussi un livre, tant mieux quoi. Donc en fait on voit il y a deux choses à la fois distinctes et à la fois complémentaires, c'est-à-dire cette capacité d'avoir ce qu'on peut appeler une base de repli, un lieu communautaire où on peut se retrouver et effectivement se mettre au vert d'une certaine manière, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Mais aussi une logique militante, une logique parce qu'on parle souvent. Je veux dire, de toute façon, la nature ne ment pas. L'adage est presque tellement simple et évident que je l'utilise à dessein. C'est-à-dire que on s'improvise pas agriculteur, on s'improvise pas. Parce qu'on ne peut pas faire une émission comme celle-ci sans parler du phénomène de mode inhérent à la chose. Mais je crois que de toute façon, on ne trompe pas éternellement. Et quand il s'agit de mettre les mains dedans, et Nicolas nous en parlera un peu plus en détail quand il nous présentera son activité au quotidien et l'objet du travail de sa ferme, on reste pas longtemps si on n'a pas un minimum de courage et si on n'est pas un minimum convaincu. Alors moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir un petit peu le côté militant. Le côté militant chez Nicolas, est-ce que, au-delà du besoin, proprement dit, est-ce que ça collait à quelque chose de plus, je dirais, politique, entre guillemets, si on peut dire, en tout cas métapolitique? C'est exactement le mot, métapolitique, oui. Voyant que de toute façon, une seule personne ne peut rien, qu'il n'y a qu'un mouvement culturel qui puisse
collectivement repris par tout le monde, puisse changer l'histoire, le cours des choses. Il fallait montrer l'exemple. En parler aux autres ne suffisait pas, on perdait tous nos amis. Ça les intéressait pas du tout de parler de verdure, tout ça. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux à étudier notre sujet passionnément. Et je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'arriver de son vivant à créer, en tout cas à contribuer à un mouvement, reproductible. Qui a valeur d'exemple. C'est ça. Qui peut potentiellement avoir valeur d'exemple. Voilà. D'accord. Parce que beaucoup présenteront aussi cette... Alors, là, pour continuer dans cette logique militante, on pourra vous faire le reproche. Là encore une fois, je m'inscris volontairement dans cette logique-là, de se dire, ça peut être considéré comme une fuite, ça peut être considéré aussi comme un refus, ça peut être considéré aussi comme une volonté de se couper du monde, pour de bonnes raisons, c'est une évidence, mais aussi se dire le combat, il est aussi dans les villes, le combat, l'affrontement, revendiqué, c'est là où les gens, où effectivement la concentration de population permet une visibilité des idées et de pouvoir communiquer et de convaincre et de faire avancer un projet politique. Vous, dans votre logique à vous, ce projet politique, il s'est traduit donc par ce travail, cette mise en place de cette ferme, et aujourd'hui, vous communiquez justement sur ce travail, et c'est ça votre outil politique d'une certaine manière. Oui, on peut dire ça, oui. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on le verra un petit peu plus en avant dans l'émission. Vous faites des stages, vous formez, vous avez vocation à aider, à faire développer de manière à ce que votre propre projet puisse se développer et éventuellement créer des éco-villages, d'une certaine manière, un peu partout. C'est un peu ça aussi l'enjeu. Oui, économiquement, oui, c'est bien pratique les stages. Et sinon, l'autonomie vivrière restera un travail du temps sur place, c'est sûr. Arnaud ? Moi, ce qui me semble intéressant et important de préciser, c'est que je pense qu'il faut sortir du schéma typique de la modernité, qui est d'opposer la ville et la campagne. Je pense que la civilisation européenne, même si les grands points importants de civilisation que sont par exemple Athènes et Rome, elle n'était pas coupée de la campagne. C'est-à-dire que quand on parle de la police, c'est-à-dire la cité grecque ou la civitas chez les Romains, c'est la ville et la campagne, c'est urbs et pagus. Et les deux s'opposent pas. Et donc effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans la démarche de Nicolas, c'est que c'est pas du tout la logique qu'on peut parfois... moi, c'est le principal reproche et grief que j'ai contre les survivalistes. C'est-à-dire que c'est la logique anglo-saxonne, c'est la fuite de la ville, mais en même temps, on considère que la nature est un milieu hostile. Donc on crée une espèce de bunker complètement limite 6 mètres sous terre avec complètement bétonné. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'impression que ça me donne, avec la Winchester et la Bible, et le milieu est complètement hostile. Et donc là, on se coupe complètement du monde, c'est la fuite. Et là, paradoxalement, le système est très content parce qu'on s'est complètement coupé du monde. Alors que je pense que des démarches comme celle de Nicolas ou d'autres, quand c'est des démarches qui correspondent plus à notre vision du monde, à notre conception du monde, qui sont des démarches, je dirais, collectives, d'échange, de formation, de lien social. Effectivement, là, c'est la vraie démarche métapolitique, mais politique là au bon sens du terme, parce que ça permet d'échanger et de créer des réseaux et une vision du monde, et je veux dire, en tout cas, une action plus collective qui est importante. Et je pense qu'effectivement, ce qui est très intéressant dans la démarche de Nicolas et ce que tu as précisé, ce qui, moi, et pour moi, je pense, la chose la plus importante désormais, c'est qu'on est, voilà, que ça soit même déjà sur les questions, effectivement, par rapport à la modernité, à la technique, au productivisme, on est tous à la décroissance, on est tous arrivés à la limite du discours, on est tous parfaitement convaincus de ce discours, mais le problème maintenant, c'est effectivement, c'est sur le peut-être pas. Et je pense que ce qui est important, c'est quand on a des exemples de gens qui ont été capables, eux, déjà d'entreprendre la démarche du retour de la Terre, justement de mettre les moins dans la Terre et d'être confrontés aussi, parfois, à des limites, à quelques échecs. Et justement, c'est le principe, c'est l'importance de la vertu d'exemplarité. Je pense que c'est à mon avis pour ça que je pense que plus que jamais, ces questions-là vont devenir prioritaires et que c'est seuls ceux qui sont capables de montrer en tout cas différentes voies, parce qu'il n'y a pas que la voie effectivement de Nicolas, c'en est une parmi d'autres, parce qu'effectivement, on peut réfléchir à des éco-quartiers dans les villes. C'est-à-dire que quand on a encore la possibilité de récupérer des terrains en friche, même en jouant un peu sur la limite des ZAD, mais moi ça ne me dérange pas, des ZAD, c'est-à-dire de récupérer des terrains en friche pour les occuper, pour en faire justement
des endroits de culture vivrière pour nourrir des quartiers par rapport à la crise, pour éviter que ça soit le énième centre commercial ou hôtel, palace ou immeuble de bureaux qui sera complètement inoccupé, mais qui enlève autant de terrain qui peuvent participer justement au fait que les gens, par rapport à la crise, puissent subvenir à leur subsistance alimentaire. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses qui, à mon avis, vont dans le même sens. Bien, est-ce que, Julien, vous avez présenté un petit peu la démarche d'égalité et réconciliation et par le biais de contre-culture. Il y a une espèce de nécessité, on l'a vu, mais est-ce qu'il y a une espèce de fatalité? Comment est-ce que vous voyez cet avenir-là au niveau de l'agriculture moderne par rapport à ce qui peut se passer? Est-ce que, selon vous, ce type d'engagement a vocation à se développer? Et comment, dans une société où, je l'ai dit en début, en préambule, on est dans une logique virtuelle de plus en plus, une logique de l'assistanat à tous les niveaux, à tous les échelons, pour une jeunesse ou des gens moins jeunes, faire ce choix, c'est un choix, on l'a dit, nécessaire, parce que nous, on en est convaincus, mais enfin, c'est quand même un choix qui ne se fait pas de manière anodine. On a parlé du problème financier, mais ça, j'en parle même pas en l'occurrence. C'est du point de vue de l'engagement et de la volonté. Est-ce que c'est indissociable d'une logique d'enracinement, d'une part, ça c'est une évidence, mais est-ce que les dés, quelque part, sont pas pipés? Est-ce que des gens comme Nicolas ne sont pas un petit peu des ovnis dans une société de gens qui sont complètement assistés? C'est quoi votre idée par rapport à ça? Ouais, je vais aller assez dans le sens d'Arnaud. En plus, nous, on l'a vérifié par l'expérience, par empirisme, tout simplement. Les retours que j'ai eus des camarades qui travaillent notamment sur la ferme, qui ont été en partie d'ailleurs formés par Nicolas, et qu'on est très heureux d'avoir parce qu'en fait, ils ont vraiment la motivation, le niveau et même les compétences dès le départ pour assurer ce travail, c'est-à-dire à la fois rénovation et à la fois permaculture. Eux, ce qu'ils nous ont indiqué très clairement, quand ils ont accueilli des militants pour les assister durant leurs travaux, ils ont eu évidemment des camarades qui avaient tout à fait les compétences, qui avaient la motivation, l'envie, qui avaient l'enracinement nécessaire. Et puis, ils ont eu toute une partie de militants qui sont arrivés avec le rêve, l'idéalisation de l'enracinement, avec beaucoup, certainement beaucoup d'envie, mais ils n'étaient pas prêts. Ils étaient tout simplement pas prêts et souvent d'ailleurs ça se manifestait par un abandon assez rapide des tâches, par un départ précoce du site. Alors c'est pas grave, ça fait partie certainement de l'initiation parce qu'ils sont amenés à revenir et à s'endurcir par rapport à ça. Mais ça confirme bien l'idée que on va être quand même dans une longue période d'exemplarité, comme le disait Arnaud, dans laquelle il va falloir qu'il y ait j'ai envie de dire un peu une transformation presque anthropologique par rapport à la transformation anthropologique qu'on a connue et qui nous a notamment urbanisés et qui a mis beaucoup de jeunes dans une situation effectivement de dépendance et qui vont devoir un peu briser par l'affrontement, quoi, l'affrontement avec eux-mêmes et l'affrontement en l'occurrence avec la nature. Et à ce moment-là, il y aura réenracinement. Je pense que c'est ce qu'a réussi Nicolas, mais ça va être une violence qu'il va falloir s'infliger, quoi. Et juste une dernière chose pour toujours aller un peu dans le sens d'Arnaud sur le survivalisme. Nous, c'est un domaine qu'on connaît bien parce qu'on a développé une de nos activités économiques qui s'appelle aujourd'hui Prenons le maquis, qui était au départ assez tournée vers le survivalisme et qu'aujourd'hui, on est en train de totalement réorienter. Déjà parce qu'on a vu que le survivalisme, c'était quelque chose qui pouvait concerner quelques pays du centre de l'Europe ou notamment de l'Allemagne, mais que nous, en France, déjà, il n'y a pas la mentalité pour ça. Et puis que effectivement, il y a tous les effets un petit peu désastreux qui vont avec, c'est-à-dire des fois des gens qui viennent pour de mauvaises raisons et qui vont pas faire un réenracinement intelligent, mais qui vont faire en fait une réaction par rapport à la société et qui vont se ghettoiser, ce que nous on cherche absolument à éviter, notamment dans le cadre de notre ferme. Voilà. Quelque chose qui soit autre chose qu'épidermique. En fait, la clé de tout ça, c'est le réenracinement. Donc, qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui et quelle idée, comment est-ce qu'on pourrait définir cette logique de réenracinement justement ? Comment la définir Comme une nécessité, on l'a bien vu, mais au-delà du terme, au-delà du mot, dans le concret, c'est pas de se dire je prends ma valise, je pars dans les Alpes, je pars dans le centre de la France, je vais en Bretagne.
c'est une démarche pratique, on le voit, mais c'est aussi une logique intellectuelle, un cheminement. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, le réenracinement, c'est comme la décroissance. On va à contre-courant, de manière très claire. À une époque où on veut tout mélanger, on est dans une logique de mixité à outrance. Le réenracinement, c'est réaffirmer son identité, son individualité. Oui, je pense qu'en fait, pour résumer un petit peu comment moi je l'observe, il y a effectivement déjà la prise de conscience d'une nécessité d'autonomie. À partir de là, je pense qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire, je pense que Nicolas en a parlé un peu, c'est le travail de presque prévisualisation de ce que ça va être. Alors aujourd'hui, ça passe beaucoup par Internet, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup même de vidéos qui permettent de un peu visualiser, même si évidemment, après, il y a quand même aussi l'affrontement avec la tâche physique que ça comporte. Et puis, après, évidemment, il y a le passage à l'acte, et là, c'est là que est le piège, à mon avis. Et peut-être que dans le livre, d'ailleurs, Nicolas, tu as donné des pistes pour éviter quand même ce piège. C'est toute la partie qui va consister à, une fois de plus, bien visualiser, prévisualiser les choses, presque les prédigérer, de manière à éviter le moins de pièges possible au moment de l'acquisition immobilière, parce qu'il y a beaucoup de pièges à ce moment-là. Ça, c'est évident, hein, il faudra, je pense aussi en parler un petit peu. Et puis, au moment de l'installation, c'est-à-dire choisir les bonnes installations, choisir, ça, Nicolas peut en parler, je pense, les bonnes cultures, parce qu'il y a des gens qui veulent faire absolument certains types de cultures, et lui, je pense qu'il pourra un petit peu faire part de son expérience là-dessus. Il y a des fois des erreurs qui sont commises au tout début. Et voilà comment moi je résume ça. Parce que clairement, on ne s'improvise pas paysan, même si on a une volonté, qu'on a une conscience politique, et qu'on a cette volonté de réenrichissement, on ne peut pas s'improviser paysan même avec la meilleure bonne volonté. Arnaud, peut-être ? Effectivement, on ne s'improvise pas. Je pense que la formation est importante et que les tutoriels ou ce genre de choses. Et puis même, là, comme là, on est dans l'idée de créer vraiment quelque chose de concret. C'est-à-dire quelque chose qui est issu du travail de nos mains, de notre corps. C'est-à-dire, effectivement, comme le précisait Julien, sur prévisualiser, prédigérer. Effectivement, rien ne vaut le travail d'expérience. C'est qu'effectivement, parfois, comme je pense, c'est un peu souvent, c'est quand, surtout les gens qui ont de très bonnes intentions, il ne s'agit pas de critiquer les intentions des gens, mais très bonnes intentions, il y a parfois une expérience malheureuse qui fait qu'on va très vite abandonner, et puis c'est difficile parce qu'effectivement, il y a une année, on a prédigéré, on sait très bien, et puis, quoi qu'on en pense, surtout quand on veut revenir à une agriculture plus équilibrée, plus saine et plus en accord, en harmonie avec la terre, il y a parfois des incidences météorologiques, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver une année où rien ne pousse, ou en tout cas c'est très difficile de faire pousser des choses si on est dans les cultures. Et donc effectivement on peut dire non, ça marche pas, et effectivement c'est difficile de rester, et je pense qu'il faut être très fort moralement, et je pense que ça peut pas être non plus, effectivement. Je pense qu'un retour à la terre, je sais pas si Nicolas pourra préciser ça, je pense que c'est un peu ce qu'on a compris de ces débuts de son intervention, c'est qu'ils ont mis un certain temps, ils avaient la volonté, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis un certain temps avant vraiment d'aller jusqu'au bout de ça. Et ça me rappelle donc un très bon papier dans l'avant-dernier numéro de la décroissance, donc le numéro du mois de mai, où il y avait un certain nombre d'intervenants qui expliquaient quelles étaient les contraintes justement de gens qui sont pas obligatoirement le retour à la terre, mais qui veulent appliquer le principe de la décroissance. Moi, j'ai un peu de mal avec le terme décroissance, mais je préfère le terme de simplicité volontaire, de sobriété volontaire. Je trouve que c'est plus positif et c'est important. Et qui explique attention, ça se fait pas comme ça, parce que c'est aussi ce que nous a expliqué Nicolas, c'est que parfois, c'est essayer de faire comprendre à ses proches, c'est-à-dire faire comprendre à ses parents, à ses amis, même parfois à sa compagne ou à son compagnon, que on veut quitter le monde auquel tout le monde est habitué, dans lequel on est né pour la plupart d'entre nous, auquel on est habitué, qui est le monde productiviste, le monde techniciste et le monde consumériste. Donc c'est là aussi, je pense qu'il faut, je sais pas si Nicolas pourra nous l'expliquer, mais je pense qu'il faut avoir une vraie être convaincu, et que donc ça doit s'inscrire sur la durée, et comme l'expliquait Julien, il faut vraiment prédigérer un tel projet. Nicolas, une remarque par rapport à ça ? Au niveau du confort, consumériste, tout ça, comment dire, quand on aime quelque chose, on y va de toute façon à un moment. Et c'est sûr que les premières années, on a mangé que des pâtes, des oignons, c'est vraiment pas un problème quand on aime ce qu'on fait. Tous les gens passionnés sont d'abord nourris par ce qu'ils font, et puis après, le reste, c'est des détails. Donc, vous parliez de paysans, c'est pas facile de retour à la terre.
Mais paysan, ça veut dire homme de la terre. Oui, tout à fait. Déjà. Non, mais oui, alors il faut préciser que le terme de paysan n'est pas un terme galvaudé, loin s'en faut, et qu'au contraire, le but de cette émission notamment, c'est de redonner des lettres de noblesse, si tant est qu'elle les ait perdues. C'est probablement le cas d'ailleurs, justement. Le paysan, c'est quand même ce rapport à la terre, c'est la logique même de l'enracinement. En tout cas, c'est son incarnation. Oui, tout à fait. Donc à une époque, on était 80%, 90% de la population était dans les campagnes. Maintenant, je crois qu'une personne sur 5 vit à Paris. Alors quand on pense à toutes les mégalopoles, ça fait plus grand monde dans les campagnes. Puis au niveau de productivité, c'est sûr qu'on n'a jamais atteint des rendements pareils. Donc on est très productif, en apparence en tout cas, parce que si on regarde au niveau des calories dépensées, il faut entre 7 et 14 calories brûlées pour produire une calorie de nourriture. C'est une agriculture basée sur des produits, enfin c'est très lié au lobby finalement pétrolier et même financier, parce que même les céréaliers, maintenant, ils regardent la bourse pour savoir quelles céréales ils vont semer. Donc ensuite, les jeunes, ils vont s'installer à la campagne, ils vont tout de suite se dire qu'on va faire du maraîchage. Quoi, en fait, personne ne s'en sort. Économiquement, c'est très difficile. S'ils passent par des études classiques conventionnelles avec... je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont une espèce de programme qui font qu'ils ont une bourse. C'est sûr, ils ont de l'argent pour s'installer, mais s'ils ne dégagent pas un SMIC en 3 ans, ils doivent le rembourser. Donc c'est assez violent, et donc finalement, c'est pas si judicieux de passer par cette case-là. Il vaut mieux savoir que, par exemple, dans le Morvan, ça coûte entre 200 et 1000, entre 400 et 1200 euros l'hectare. Donc c'est pas énorme. Après, il y a le chemin d'accès qui peut être un problème. À ce prix-là, c'est de la terre forestière. Mais après, quand on connaît toutes les techniques pour rendre un terrain forestier ou même agricole constructible, entre guillemets, en tout cas construire et vivre dessus, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Si on s'intéresse aussi aux matériaux de construction qui coûtent vraiment pas cher, les maisons, ça doit être 3 à 4 000 euros. Ça dépend des grosseurs, mais en fait, on peut vraiment vivre sobrement et sans vraiment beaucoup d'argent. Vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Du coup, il vaut mieux économiser le plus qu'on peut pour investir dans des machines ou des outillages, un tracteur, ce genre de choses. D'accord. Vous, votre première logique, ça a été, j'imagine, l'autosuffisance. Une fois que vous avez investi, une fois que vous êtes installé, quand vous avez commencé à lancer vos premières cultures, on parlera juste après un petit peu plus en détail de votre quotidien et du comment vous êtes arrivé à cette situation-là. Et puis on parlera permaculture, bien évidemment, parce que votre livre est indissociable de cette logique-là, enfin de ce fonctionnement-là. Vous me présenterez un petit peu ce qu'est la permaculture, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. L'autosuffisance, ça se traduit comment? Alors vous allez me dire, c'est quand on commence à manger, effectivement, il n'y a pas de problème, mais à partir de quand et au bout de combien de temps vous avez commencé à vous rendre compte que votre investissement, enfin votre aventure était viable? L'autosuffisance, il suffirait d'avoir 2 mètres carrés et de manger 20 grammes de spiruline par jour pour être autonome complètement sur tous les apports minéraux sauf la vitamine C. Donc déjà avec 2 mètres carrés, on peut survivre sans problème. Après, jusqu'où peut aller l'autonomie? Après, c'est une sorte de confort d'avoir une grande palette nourricière. En fait, tous les fruits, le maximum de céréales, des produits animaux, tout ça. C'est presque sans fin. C'est-à-dire que vous, dans votre analyse au départ, c'était la culture maraîchère, l'élevage et tout ce qui était inhérent à la ferme, c'est-à-dire les arbres fruitiers, les cultures diverses et variées. Vous avez tout de suite adopté un spectre relativement large d'exploitation. Oui, j'ai commencé comme tout le monde par l'erreur classique de me centrer que sur les légumes. Et en fait, il faudrait plutôt, quand on n'est pas en période de crise, mettre toute son énergie sur les arbres fruitiers. Parce qu'une fois que c'est mis en place, il n'y a plus qu'à attendre, en gros, et ça grandit chaque année, ça produit de plus en plus, et c'est là pour plusieurs générations. Ça dépend des porte-greffes qu'on utilise, mais il vaut mieux se centrer sur quelque chose qui va apporter sans entretien, sans que ça demande de temps. Au final, c'est le temps qui est utilisé pour la survie, au final. Tant de temps pour le maraîchage, c'est beaucoup de temps. Après, il y a tant de temps pour les céréales, et les animaux, la famille, les gens, puis les fruitiers, c'est très peu, finalement. Ça dépend à quel point on a de la surface. D'accord. Vous, en fait, ça correspondait bien à à la surface que vous aviez. Et au bout de combien de temps vous avez pris conscience de, justement, ça c'est pour donner des clés aussi à nos auditeurs, au bout de combien de temps vous avez pris conscience justement de l'importance de développer l'arbre fruitier sur vos terres? Alors, dès la première année, j'ai vu que le maraîchage, si je prenais tout mon temps pour s'occuper de mon ventre, en fait, j'y passerais une grande partie de mon temps, beaucoup trop.
D'accord. Et Julien? Oui, parce que c'est une particularité qu'il faut connaître par rapport à l'activité de Nicolas. Nicolas est un permaculteur qui est spécialisé, et je pense d'ailleurs que c'est un des spécialistes en France dans les pépinières fruitières, évidemment, puisqu'il a toute une surface qui est dédiée à la croissance de ces arbres. Alors, on pourra d'ailleurs nous expliquer un peu combien de temps prend ce travail pour aboutir aboutir aux fruits. Mais c'est vrai que lui, il a très vite compris que il fallait qu'il s'affranchisse d'une certaine manière du maraîchage. Déjà parce que peut-être il pouvait se le permettre, tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'est pas, et ça il pourra répondre par la suite, on n'est pas dans une situation encore d'autonomie réelle, c'est-à-dire on peut trouver pour pas cher encore de l'alimentation. Ce que lui a fait pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il continue encore je pense à consommer dans le circuit économique traditionnel entre guillemets, quitte à ne pas être en autonomie complète, parce qu'il préfère donc octroyer du temps à l'élaboration de sa pépinière. C'est là-dessus, à mon avis, qu'il faudrait aussi avoir sa réponse. Alors justement, ça permet d'aborder le point important de la permaculture, présenter à nos auditeurs ce qu'est la permaculture et justement rebondir sur ce que vient de dire Julien par rapport à cette logique-là. la permaculture à définir, c'est intégrer ses activités à l'environnement, s'arranger pour s'inspirer de ce qui fonctionne dans la nature pour le reproduire. Alors c'est quoi? C'est une logique de bon sens, parce que j'ai vu que c'était plus ou moins d'origine australienne, ce truc-là. Il y avait plus ou moins... Ou est-ce que c'est tout simplement une logique de bon sens et une approche de la terre? Oui. Une logique de bon sens et aussi une logique de moindre effort, si je peux me permettre. Oui, mais tout à fait. Mais de toute façon, n'importe qui dans le monde qui vit depuis plusieurs générations sur un milieu, il connaît le milieu et il s'arrange pour travailler le moins possible, parce qu'il connaît comment faire. Donc c'est de l'adaptation naturelle. Et s'il ne le fait pas correctement, il est obligé de se déplacer. Parce que ça ne s'intègre pas à son activité, à l'environnement. Du coup, il se déplace comme un nomade. Mais si c'est quelqu'un de vraiment sédentaire, il est obligé de composer avec son environnement et de faire en sorte de ne pas chasser tous les animaux, de s'intégrer. Alors après, ça peut aller très loin, finalement, l'intégration à nos activités. Après tout, il y a toujours 3 strates, apparemment, dans 3 castes chez les humains. Il y a toujours ceux qui travaillent, les laboratores, les bellators, les aristocrates... marchands, guerriers, et les orators. Donc il faut savoir que certes, tout part des agriculteurs, mais il y a aussi les 2 autres castes qui viennent immanquablement. Il ne faut pas les ignorer, quoi. Ouais, mais pour revenir sur l'exploitation agricole, ce qui est intéressant, c'est le fait que même si tu es spécialisé dans la pépinière fruitière, dans ton travail maraîcher, parce qu'il a quand même un travail maraîcher important, tu as des cultures qui sont conjointement liées, c'est-à-dire on retrouve sur une même surface plusieurs légumes différents, ce qui permet d'ailleurs un temps de récolte quand même facilité. Oui, je me suis un peu éparpillé. Pour rester sur la permaculture, on peut, en hémisphère tempéré, faire jusqu'à 7 étages de végétation. Donc il y a les strates, la canopée, là, qui peut monter jusqu'à 60 mètres, les herbacées, qui sont proches du sol, les buissonnantes, les bulbes, les lianes, les épiphytes. Tout ça, ça fait des strates et finalement une concentration de matière organique, de rendement à tous les niveaux qui sont tout à fait intéressantes. Rien à voir avec les monocultures qui d'ailleurs sont très énergivores. En fait, il y a une espèce de logique de cycle ou de complémentarité dans ce que vous faites, c'est ça, au niveau culture? Parce que j'ai un peu du mal à saisir. Oui, Arnaud, pour compléter peut-être? Pour préciser, on peut dire que le principe de la permaculture, c'est le principe de la symbiose. C'est-à-dire que, comme l'expliquait Nicolas, c'est que même quand on est, on va dire, dans le bio, ou revenir à une agriculture un peu plus respectueuse de la nature, parfois on a des gens qui sont encore dans une logique de monoculture. C'est-à-dire, par exemple, je vais être céréalier bio, mais je vais faire ma période de froment, ma période de sarrasin, ma période de colza. Donc, comme l'avait expliqué Nicolas, c'est qu'à chaque fois pour changer, je vais être obligé de labourer la terre. Et donc, je ne vais pas la laisser travailler. Donc, ça va me demander, même si je suis dans le bio et que je n'utilise pas les pesticides, ça va quand même me demander beaucoup d'énergie et c'est un peu les contraintes parfois de la monoculture. Le principe de la permaculture, c'est qu'on laisse, même si on travaille, parce que c'est des travaux d'aménagement, mais comme le précisait Nicolas, c'est par rapport à l'expérience et une expérience empirique.
on arrive à faire travailler les choses. Et généralement, le principe de la permaculture, c'est plutôt de laisser faire travailler la terre. Par exemple, les meilleurs c'est de faire travailler les lombrics. Parfois, il y a certains insectes ou certaines plantes qu'on considère comme parasites, mais qui, en fait, dans une logique de permaculture, c'est-à-dire une logique de symbiose et d'harmonie et d'équilibre, permettent justement de cultiver et donc d'avoir une plus grande diversité, que ce soit des légumes, des céréales, des fruits. Justement, Nicolas, par rapport à ça, cette logique-là, c'est quelque chose, donc on parle d'empirisme là, c'est quelque chose que vous avez expérimenté au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà anticipé? C'est déjà une logique que vous aviez acquise, justement, cette logique de permaculture? Il y a savoir et connaissance. Savoir, on peut savoir plein de choses, c'est plus facile pour avancer sur l'inconnu. Mais les connaissances, ça se fait avec le temps, et souvent les échecs. D'accord. Donc, on apprend beaucoup de ces échecs. Et, ça veut dire que vous en avez connu pas mal, enfin un certain nombre probablement. Oui, beaucoup, énormément. Oui. Quelle est la question précisément? Alors, la question, c'était de savoir, vous, au niveau de l'évolution de votre travail, vous avez connu vous avez eu certains soucis qui vous ont permis d'avancer et de rebondir de manière beaucoup plus positive par la suite. Mais aujourd'hui, quand vous parlez vous citez différents types d'arbres et de types de cultures, quelle est la logique pour arriver à ce que tout fonctionne de manière... J'imagine que pour vous, votre concret, votre quotidien à vous, ça se passe comment? Déjà, on se rend compte que l'agriculture la plus productive au monde, c'est l'agriculture sylvopastorale, donc qui mélange forêt et prairie. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un contraste, même eau-terre, c'est les endroits les plus fertiles, c'est toujours les plus productifs. Et on s'inspire de ce qui fonctionne dans la nature, finalement. Donc il y a Sepp Holzer, l'Autrichien, là, qui dit si on fait un trou de 30 cm dans le sol et que l'eau remonte par résurgence, c'est un endroit extrêmement fertile. Même si la terre semble pauvre, tout poussera comme si la terre était extrêmement riche. D'accord. Arnaud? Non, mais c'est ça. Mais effectivement, ça se développe de plus en plus, puisque même, je crois, je ne sais plus dans quel... il y a un château en Touraine qui est assez connu, qui appartient à la famille, je crois que c'est les Breuil, donc la vieille famille... française, où le jardin, potager autour du château, est dans une logique de permaculture. Et donc effectivement, on se voit de plus en plus développer sur les réseaux sociaux, et ça c'est l'avantage d'Internet, c'est-à-dire que tant qu'il est encore libre et qu'on peut encore y accéder, croisons les doigts, mais en tout cas on va tout faire pour, il se développe de plus en plus une information et de groupes autour de la permaculture. Et ce qui est intéressant, c'est des gens qui, le plus souvent, sont dans une logique d'expérience, font part de leur expérience. Parfois, effectivement, il y a des échecs, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, et il y a tout un nombre d'échanges, et paradoxalement, ça crée des liens sociaux. Et je pense qu'effectivement, en plus, on va avoir de plus en plus besoin de réfléchir à ce type de culture, revenir à ce type de culture qui sont été l'agriculture de bon sens, et ce qui s'est fait pendant des millénaires, en fait, jusqu'à l'explosion, on va dire, du capitalisme et de l'agriculture productiviste qui, si on regarde bien, a à peine un siècle, en tout cas en Occident, ça va être nécessaire parce qu'effectivement, on va avoir besoin de nourrir des gens et en tout cas revenir à des types de cultures qui seront de moins en moins dépendants de problèmes énergétiques, puisque effectivement, on sait que l'un des aspects de la crise systémique qu'on commence à connaître et qui, à mon avis, va augmenter, ça va être le problème de l'énergie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le pétrole, c'est au-delà du pétrole, c'est l'eau, l'électricité. Effectivement, quand on est dans la logique de monoculture, c'est-à-dire de labourer très régulièrement un champ, ça veut dire qu'on a besoin d'un tracteur, en tout cas sur des grandes surfaces, parce qu'effectivement, on peut revenir à la rigueur. Moi, j'ai rien contre, au contraire, revenir aux chevaux ou aux bœufs qui tractent une charrue, mais c'est pas les mêmes logiques. On va dire qu'on peut pas avoir les mêmes logiques de surface. C'est-à-dire que une charrue, une différence entre la traction animale et la traction mécanique, c'est pas du tout les mêmes proportions en termes de surface à terrain, mais après c'est une autre réflexion. Mais effectivement, la permaculture, je pense que c'est ce qui est intéressant, parce que c'est aussi, selon moi, c'est une logique où l'homme se remet à nouveau en symbiose avec la nature. C'est-à-dire qu'il sort de la logique qu'il a eue depuis un certain nombre de siècles, qui est que il se confronte à la nature pour la domestiquer. Que, je pense que la permaculture, il y a aussi cette dimension philosophique, voire même spirituelle, qui est de dire que l'homme se remet en symbiose et en harmonie avec la nature.
Bien. Sur ces bonnes paroles, et avant de continuer plus avant sur notre sujet du soir, je propose tout de suite une première pause musicale. À tout de suite. Aš ten būsiu žalinėlė, aš ten būsiu žalinėlis, viso vaiskova jauniks, viso vaiskova jaunikas ir pulkelio pulkaunyks. Nuvažiuosiu Vilniaus miestan ir nusipirksiu 3 triubas. Nusipirksiu 3 triubelas, o 4 varinę. Pirmą triubą užtrubysiu Vilniaus miestą prajuodams. Antrą triubą užtrubysiu šalia giria dajodams. Trečią triubą užtrubysiu tėvo dvarą regėdams. Varinėlę užugriausiu ant tėvulio didžio dvar. Išein tėvas ir motina, ar pažįstat mane jau? Ar pažįstat mane jauną, viso vaiskova jaunik, viso vaiskova jauniką ir pulkelio pulkaunyk. Oi sūneli, oi raiteli, kaip mes tave nepažins. Naktį miego nemiegojom, dieną darbo nedarboj. Dieną darbo nedarbojom, pakol tave užaugin. Bien, de retour sur Méridien Zéro pour la seconde partie de notre émission. Nous recevons ce soir Nicolas Fabre à l'occasion, enfin, c'est pas la sortie puisque le livre est sorti, je crois, courant 2014, il me semble, Julien. Oui. C'est ça. Hein. Donc, ce livre passionnant à tout point de vue, Mon retour à la terre, guide du néo-rural, il est accompagné de Julien Lim, son éditeur, les éditions Contre-Culture. Voilà, Arnaud. Arnaud, on va revenir à un peu de concret, un peu de réel, parce que là, on était parti dans les grandes lignes. En tout cas, on essayait de brosser les grandes lignes synthétique de la permaculture, mais je pense qu'un jour, il serait bon qu'une prochaine émission
les méridiens zéro, on consacre vraiment 2 heures, voire plus de temps sur cette question, parce que c'est une question très vaste, hein, parce que la permaculture, c'est pas uniquement qu'une question de technique, c'est selon moi vraiment une réflexion, je dirais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, philosophique, spirituelle, voire anthropologique sur la place de l'homme au sein de la nature et par rapport au travail de la terre. Et à un moment, donc précédemment, là, on avait commencé à évoquer avec Nicolas, effectivement, comme toute personne qui se lance dans ce type de projet a connu quelques échecs. Et donc, voilà, en tout cas pour déjà pour nos auditeurs, avant bien sûr de les lancer dans la lecture, l'achat et la lecture de son livre, est-ce que vous pouvez, Nicolas, est-ce que tu peux nous préciser quelques échecs, en tout cas, quelques échecs qui ont été vraiment marquants pour toi par rapport à l'évolution de ton travail, notamment d'échecs quand tu as commencé au départ à faire des légumes? On rate absolument tout, quasiment, hein, la première fois. Les carottes, on les sème trop denses, la terre est souvent pas assez arrosée, il y a des problèmes de limaces énormes, comme tout le monde s'en plaint. On a tous les problèmes que tout le monde a en général, que des échecs à tous les niveaux, et on apprend justement à maîtriser les légumes par légumes, année après année. Donc voilà, maintenant je sais tous les faire, et ça m'a pris une 12aine d'années. Ah oui. Oui, parce que la ferme, depuis combien de temps tu es dans le Morvan, justement? Je ne sais pas si on l'a précisé au début de l'émission. On ne l'a pas précisé. On a 12 ans, justement. 12 ans, ouais. D'accord, très bien. Alors, on disait là, juste hors micro, durant la pause, on parlait de certains choix qui avaient été faits, de choix notamment par rapport aux cultures maraîchères, de ne pas volontairement être trop esclave de la chose ou de trop orienter le travail de la ferme sur les cultures maraîchères, quitte même à, c'est ce que disait Julien aussi, aller dans la grande distribution, enfin dans certaines surfaces pour pouvoir acheter certains légumes au profit d'une autre logique et au profit notamment d'autres légumes et des choix qui ont été faits, des priorités. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on définit un petit peu son cadre d'action quand on fait des choix comme ça, et au profit de, par exemple là en l'occurrence, quel type de légumes toi tu cultives par rapport à ceux que tu as choisi de ne pas cultiver? Je fais à peu près tous les légumes à part le maïs et quelques autres. Mais ça dépend des quantités. Après, c'est sûr qu'il faut des bases, c'est ce que j'ai choisi, quelques bases, pommes de terre, poireaux, courgettes, c'est bien d'avoir ça en quantité toute l'année. Après, il faut savoir qu'il faut 350 mètres carrés par personne pour avoir un potager avec tout dedans. S'il y a une personne supplémentaire, il faut rajouter 100 mètres carrés. Et encore une personne supplémentaire, 50 mètres carrés. Parce que les rendements, il y a beaucoup de surplus très vite. Après, les légumes vivaces aussi. Il y a des légumes vivaces. Il y a à peu près tout en légumes vivaces. Il y a des courges vivaces. Il y a des choux vivaces, une vingtaine. Il y a des céréales vivaces. Il y a une sorte de maïs vivace même, une sorte de millet. Il y a 5 blés vivaces, bref. Tu peux expliquer un peu le concept de vivace? Vivace, c'est qu'il repousse des racines chaque année, ou alors perpétuel, c'est qu'il est... Enfin, vivace, c'est plutôt persistant, je dirais. Donc on peut le ramasser aussi l'hiver, il est tout le temps présent. Perpétuel, c'est qu'il va repartir chaque année des racines. Donc il y a tout, persil, céleri, des espèces de panais, des carottes, il y a vraiment, faudrait réfléchir, je sais pas, les arroches, les côtes de blettes à couper. Alors justement, là, on touche à des légumes qui, je vais pas dire, que nos grands-parents ont peut-être connus pour faire avancer les tractions entre 40 et 45, mais je veux dire, il y a quand même des légumes qui sont quand même relativement peu courants, peu fréquents. Ça a été un choix, ça s'est présenté comment, ça? En étudiant le sujet de la permaculture, ils disent, ils sont assez friands des légumes vivaces. Mais il y a quasiment tout en vivace, en cherchant bien même des betteraves. D'accord, mais en ce qui concerne les légumes atypiques, justement, ça pourrait être intéressant de citer quelques noms à nos auditeurs qui, à mon avis, n'en ont probablement jamais entendu parler. Oui, il y a le yacon, la poire de terre. Bon, elle résiste tellement à -7, donc il faut la rentrer, mais c'est très très sucré. Il y a les crônes, ça commence à redevenir un peu à la mode. Atypique, le chervis, Sium cysarium, une espèce de légume du Moyen-Âge, une sorte de carotte qui a un goût de panais assez sucré, pas mal du tout. Le feuillage se mange, c'est un goût de carotte. L'angélique aussi, on pourrait la citer, c'est la même famille, même apparence, goût fenouil, anis, très bon. Légumes vivaces atypiques, il y a vraiment beaucoup de choux vivaces qu'on n'imagine pas, des très gros. Comment on appelle ça déjà, l'igname de Chine qui résiste à moins 20 degrés. Vous vous sentez, alors c'est une question un peu de béotien, hein, peut-être un peu idiote, mais vous sentez une responsabilité par rapport à ces légumes-là, en fait, de les faire connaître ou de les entretenir? Il y a quand même
au-delà de la logique actuelle qui est une logique de consommation, on l'a vu à outrance, avec le poireau, la pomme de terre, la carotte, vous développez une autre philosophie, on a bien compris, une autre logique, mais est-ce que vous avez aussi ce sentiment de pérenniser ou de perpétuer certaines traditions de culture autour de légumes qui aujourd'hui sont tombés en désuétude, voire ont quasiment disparu? Au Moyen-Âge, il y avait que globalement le chou et quelques autres, mais il y avait quasiment rien. Donc, comme pour les fruitiers, tout vient d'ailleurs. À la base, il n'y a que 4 fruitiers originaires d'Occident. Il y a la noisette, la corme. Personne ne connaît ce que c'est d'ailleurs, la corme. La cornouille, pareil. Alors justement, c'est quoi la corme? La corme, c'est le cormier, Sorbus domestica, un arbre, un très bon bois, c'est pour ça qu'il a disparu et puis personne ne le connaît. C'est très productif, comme un poirier. Il y a un feuillage composé, très esthétique. Et le fruit est difficilement définissable au niveau du goût. C'est assez tutti-frutti. Donc très bon et curieusement, personne ne connaît. La cornouille, très résistant. Il y a des super sélections maintenant, très sucrées. Pareil, je ne comprends pas qu'on trouve ça que dans les pays de l'Est maintenant, les sélections. La noisette, bon, ça vient d'ici. Il y avait des petites fraises sauvages et un groseillier sauvage. C'est tout. Et des senelles d'aubépine, des espèces de sorbes. Sorbier des oiseleurs, mais c'est pas du tout intéressant au niveau goût. Donc tout vient d'ailleurs, la châtaigne, la noix, tout vient d'ailleurs. Parce qu'on a tendance à citer beaucoup, ça revient très à la mode notamment, tout le travail qu'avait fait en son temps Hildegard de Bingen, par exemple, sur les différentes plantes, à la fois pour leurs vertus thérapeutiques. Vous êtes un peu dans cette logique-là ou pas du tout? On s'y intéresse depuis peu sur Hildegard de Bingen. C'est surtout légumes apparemment. Les légumes, tout à fait. Alors, on parlait de diversité justement de légumes et diversité justement l'importance de faire revivre différents types de comment dirais-je, de légumes ou de fruits qui sont tombés en désuétude et disparus. Mais j'ai vu quand même, alors on parlait de mixité tout à l'heure, c'est assez drôle, mais on peut raisonnablement imaginer que quand on s'installe quelque part, on s'adapte. On s'adapte à son environnement, c'est une première chose. S'adapter à son environnement, c'est faire pousser ou cultiver les choses qui sont en adéquation, ou en tout cas en logique de culture avec l'environnement dans lequel on évolue. Vous, votre choix, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, vous exploitez, enfin, j'ai vu que vous cultiviez le kiwi. Qui aurait pu penser qu'on puisse cultiver avoir du kiwi dans le Morvan? Je sais pas, je connais pas non plus, mais pour moi, c'est plutôt un fruit qui pousse là où il fait bon et chaud, et voilà, j'en ai vu sur la côte d'Azur avec des serres à non plus finir parce qu'il faut de la température et de la chaleur. Quel type de fruits, justement, vous êtes dans cette logique de l'importation, du développement, et par rapport, on parlait d'enracinement, il y a une logique là-dedans ou pas? À propos du kiwi, on trouve des kiwis en Sibérie, on trouve des kiwis ça vient d'Asie à la base. D'accord. Donc il y a une trentaine de kiwis différents. Donc il y en a des poilus, il y en a des blancs, des rouges, des violets, des sans poils. Des ovales, enfin bon, il y en a vraiment beaucoup. Mais les fruits exotiques, par contre, que tu cultives dans ta pépinière? Ils sont tous exotiques, comme il n'y en a que 4 qui sont autochtones. Donc c'est quand même particulier de, un moment, passer à la culture de ces fruits exotiques. Qu'est-ce qui te pousse à tenter ces plants? Si on veut se la jouer vraiment autochtone, pur et dur, et se contenter de 4 fruits et légumes, et il n'y a même pas de céréales à la base, ça vient du Caucase, et d'un légume ou deux, il y a pas mal de légumes qui viennent de la Côte d'Azur, mais parce qu'il y a une ère glaciaire, mais c'est dommage de se limiter à ce qui a survécu d'une ère glaciaire. Ce serait vraiment dommage. On serait obligé d'utiliser beaucoup plus les animaux, du coup ça demanderait beaucoup plus de place. Et finalement, vaut mieux profiter de toute la diversité qu'on a maintenant. Je crois qu'au néolithique, on a 70% des plantes qu'on consommait ont disparu. On les mange plus de toute façon. Voilà. C'est même plus de 70. Oui, Arnaud? C'est un peu l'historien qui va parler, parce qu'il a un peu, même si je ne suis pas un grand connaisseur de ces questions, j'ai un peu étudié, c'est qu'effectivement, malgré tout, l'homme a à un moment trouvé des intérêts à certaines variétés. Il y a quand même eu des hybridations, des sélections, même si on n'est pas du tout dans la logique de GM, qu'effectivement des variétés ont disparu. Mais ce qui est intéressant sur l'histoire, en revenant effectivement sur les légumes vivaces et certains légumes dont les noms évoquent plutôt effectivement le fait que c'était pour remplacer, on a l'impression que c'était un peu des légumes sans intérêt, ou ce qui permettait effectivement
les véhicules roulant en gazogène entre 41 et même 45-46, puisqu'on a connu les tickets de rationnement en France jusqu'en 46-47, il ne faut jamais l'oublier. Effectivement, c'est paradoxalement un certain nombre de cuisiniers gastronomiques, de grands chefs, qui ont retrouvé les valeurs gustatives à ces légumes, parce qu'ils ont eu la variété. Et je pense que c'est intéressant aussi, ce qu'explique Nicolas sur le fait des légumes vivaces qui ne demandent pas beaucoup de travail et tout ça, c'est que c'est aussi, je pense que, et ça on peut le voir quand on s'intéresse à ces questions, c'est que depuis un demi-siècle, les différents lobbies, on va dire, agro-industriels et agroalimentaires, ont considérablement réduit déjà le type de variété, que ce soit les pommes, que ce soit en fruits, en légumes, même en viande. Déjà le nombre de variétés, alors qu'on se rend compte qu'il existe, que ce soit pour les fruits, les légumes, même la viande, le lait, même les races à viande, les races à lait, pour les vaches, c'est impressionnant ce qui existait, ce qui a disparu. Et puis après, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi... on avait considérablement réduit la valeur à la fois gustative et en termes de nutriments qu'apportaient les fruits, parce que je crois que... Et ce qui fait que si, par exemple, pour des enfants qui sont habitués, même des jeunes adultes habitués au goût qu'on propose maintenant, si on revenait, par exemple, au goût de fruits ou même de viande ou de fromage il y a une soixantaine d'années, avant qu'on rentre complètement en plein pied dans l'agro-industrie, ça serait un choc, parce que c'est pas du tout les mêmes goûts, et pour certains ça pourrait sembler très fort en goût et pas assez appréciable. Et effectivement, je pense que selon moi, l'initiative de Nicolas, que ce soit à la fois son expérience au quotidien de ce qu'il fait, plus j'incite vraiment les gens à lire à acheter et à lire son livre, donc Mon retour à la terre, guide du rural chez Contre-Culture, parce que c'est assez bien fait. C'est plein de petits chapitres et il y a plein d'explications. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui connaît pas et qui veut s'intéresser. C'est très pratique, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qu'on peut reprendre par plusieurs entrées en fonction de ses thèmes. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et je pense qu'effectivement, il y a tout un travail dans cette dimension d'évolution anthropologique et donc de rupture anthropologique. Il y a tout un travail pédagogique, à mon avis, et des gens comme Nicolas, selon moi, sont vraiment les acteurs qui sont les plus intéressants et sur lesquels on doit vraiment s'appuyer en partie pour ce travail pédagogique. Parce qu'eux, ils ont la vertu et la valeur de l'expérience. Est-ce que dans votre travail, justement, il n'y a pas une dimension, je dirais, on va parler des greffons parce que vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, un côté expérimental. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui, pour vous, dans votre quotidien, d'avoir un spectre aussi large de cultures ? Après, vous nous expliquerez ce que vous faites de ces cultures, parce que c'est aussi l'intérêt, c'est pas uniquement de les regarder pousser et de les entretenir. Vous nous direz un petit peu comment vous vivez au quotidien, justement, économiquement parlant, parce que c'est aussi ça, le nerf de la guerre. Mais qu'est-ce qui a motivé une telle diversité de produits à cultiver ? Pour le plaisir avant tout. Après, plus on a de diversité et de variété, plus on a de chances que ça s'échelonne longtemps et que ça échappe au gelé ou que ça mûrisse à temps, ça dépend des années. Au lieu d'être tributaire d'une seule variété, une seule espèce, comme le font la plupart des agriculteurs, c'est une erreur, je pense. Donc c'est aussi une logique de sauvegarde, en tout cas de sécurité quelque part. Même de survie. Oui. Si on fait qu'une seule chose, s'il y a un problème, si on est dépendant que d'une seule entrée de nourriture ou d'argent, s'il y a un problème, faut recommencer, faut changer, quoi. On est obligé de s'adapter. Alors que si on a la diversité en place, il y a juste à la regarder, voir ce qui fonctionne pas une année et profiter d'une autre, c'est tout. D'accord. Concrètement, vous êtes combien à travailler sur l'exploitation ? Je suis tout seul. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Vous parliez de votre frère, il travaille avec vous, comment ça se passe ? Vous êtes en binôme, vous avez deux activités séparées ? Mon frère est plus un scientifique, et il est resté 2 ans. Mais ça m'a pas empêché qu'il y ait eu 5 projets de groupe, donc il y a eu du monde des fois, mais bon, pas tous travailleurs, il y a eu vraiment de tout. On a pu bâtir ensemble, au niveau travail agricole, pas grand-chose jusqu'à... Depuis février, il y a eu une nouvelle personne qui est arrivée, avec qui ça se passe très bien. Et lui, il gère une bonne partie de ce qui est dans une grande serre. Et il m'aide un peu au niveau apiculture. Et il a envie de faire des plantes aromatiques. Voilà. D'accord, parce que vous développez également des plantes aromatiques. Alors, apiculture, je sais aussi donc vous produisez également du miel, j'imagine. Et j'ai vu que vous aviez également quelques animaux. Alors, quelle est la logique en quoi l'animal est complémentaire de votre activité aujourd'hui ? Les animaux, j'ai 12 hectares de prairies. Non, 18 de prairies. Et j'ai des moutons depuis quelques années. Ma femme fait de la laine, elle feutre. Et puis, je fais aussi quelques cochons de temps en temps.
Et j'ai des ânes, ils servent pas à grand chose, mais bon, ça fait toujours du crottin en plus à ramasser. C'est intéressant pour le compostage. Et puis dans le pire des cas, s'il n'y a plus de pétrole, ça peut toujours porter à merveille. Pour tirer, c'est mieux les bœufs, mais voilà, j'ai hésité longtemps, j'ai étudié le sujet et vu le foin que ça consomme, tout ça, ça prend beaucoup de place. Je préférais me contenter d'avoir des ânes et plutôt faire des céréales avec des bâches qui détruisent l'herbe et après je sème derrière. Et en termes de mécanisation, vous êtes équipé comment ? Parce que le fait d'être en rupture ou le fait de... Est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure Arnaud ? Parce qu'on peut tout à fait... Moi, j'en connais aussi des gens qui ont l'utilisation d'un tracteur, l'utilisation de logiques peut-être plus techniques pour pouvoir justement aller au bout du projet, en tout d'un point de vue économique. Est-ce que vous avez investi, vous, dans cette logique-là ou pas ? Oui, j'ai fait des beaux investissements, mais sur Internet, on trouve vraiment des prix intéressants. Un tracteur, c'est 1500 €, voire 1200. D'accord. Après, une bonne réserve de fuel, un gyrobroyeur pour broyer les ronces. Quand sur les grandes surfaces, c'est très pratique, défricher. J'ai une broyeuse qui permet de faire le fameux BRF ou du broyat. J'ai une sous-soleuse qui me permet de planter les arbres sans effort. Je plante dans les croisillons. Et j'ai une carriole et une petite benne. C'est tout. D'accord. Alors, pour aborder le sujet de la logique économique, en tout cas votre logique économique au quotidien, aujourd'hui, l'autosuffisance, on l'a bien compris, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a des investissements, il y a des traites, il y a des choses à payer. Vous êtes dans une logique marchande. Quel type de logique marchande ? Est-ce que vous êtes dans l'image qu'on peut se faire du paysan qui fait la tournée de ses marchés et qui va vendre ses produits ? Comment ça se passe pour vous ? Ou est-ce que vous êtes dans un autre type de logique ? Je ne sais pas, là je pose une question, je n'en sais rien. Est-ce que vous vendez par correspondance ? Voilà. Dites-nous un petit peu comment vous vivez de tout ça. Je suis plus à observer et essayer de gagner beaucoup de temps libre déjà. Donc au niveau argent, économiquement, il faut savoir que plus de 60% de revenus des agriculteurs, c'est la PAC. Donc économiquement, ils ne s'en sortiraient pas s'il n'y avait pas les aides européennes et même au niveau de la France. Donc, et puis donc je suis plutôt orienté sur du vivrier, essayer de limiter les dépenses avant tout. Et puis pour les entrées d'argent, les bons plans. Donc c'est-à-dire revendre quelques asiles miniers. C'est genre 2 € d'investissement et 30 € la deuxième année. Ce genre de plans des plantes qui ont à forte valeur ajoutée. J'essaie pas de vendre des légumes ou des fruits. Ça vaut pas assez. Ça vaut vraiment pas le déplacement. Vaut mieux que les gens, au final, c'est mon idée, de créer une espèce de grande forêt fruitière où les gens viennent récolter à ma place, transformer à ma place et payent en partant, plutôt que voire même je leur vends des herbes fruitiers. C'est ma spécialité, je peux faire ça en quantité, c'est pas un problème du tout. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de vous déplacer, vous laissez les gens venir à vous, vous leur proposez les récoltes, ils repartent, ils payent ce qu'ils ont ramassé, et ça c'est valable que ce soit pour le maraîcher que pour les arbres fruitiers, c'est la même logique qui vous anime. Et vous disiez justement au niveau des arbres, donc là vous êtes plus dans une logique, on va dire horticole, je ne sais pas si le terme est bien adapté ou pas, mais vous revendez aussi des arbres pour que les gens repartent avec eux un peu, vous leur offrez la formation et le clé en main, ils repartent avec leur arbre et ils appliquent un petit peu derrière. Alors je me fais volontiers un peu ironique sur le sujet, mais c'est un peu ça ou pas ? Oui, j'ai tendance à donner beaucoup de plantes en fin de stage. Mais sinon, je ne vends pas véritablement des arbres fruitiers, je ne suis pas pépiniériste. Officiellement, à la MESA, je suis arboriculteur, certes, mais toutes mes pépinières avec mes centaines d'arbres, c'est pour planter chez moi. J'ai encore des hectares de prairies à transformer en forêt. Et c'est très long, c'est très contraignant, il y a des protections, c'est beaucoup d'entretien, et je suis papa depuis 2 ans. Et ça prend beaucoup de temps, donc je suis assez ralenti pour l'instant, mais c'est éphémère. D'accord. Donc on voit une logique économique, commerciale qui est sur soi plutôt que vers l'extérieur, c'est un peu ça. Tout à fait. Je préfère le repli sur soi et travailler sur du long terme, et malgré vivre dans la pauvreté même, mais qu'au final sur le long terme on s'en sorte bien et que ce roulement économique fonctionne sans effort. Oui, Julien ? Sachant que, je sais pas si je me permets, sachant que ta femme souhaiterait peut-être un peu plus d'ouverture. D'accord. Bon, ben là, oui, au niveau du couple, c'est pas toujours évident de trouver justement la bonne mesure. Est-ce que là, je reviens un peu sur le côté peut-être un peu plus engagé. Est-ce que justement, ça part pas aussi d'une logique peut-être plus politique ou plus militante de volontairement réduire le spectre des gens qui viennent à soi plutôt que d'être dans une logique, je vais avoir de ce mot un peu open space comme on dit maintenant, et d'être de sélectionner, en tout cas, d'aller vers des gens qui sont plus en adéquation avec ta vision des choses et ta logique de fonctionnement. Je sélectionne pas les gens viennent à moi tout le temps pour les stages, des conseils, je suis très souvent sollicité. Donc je sélectionne rien, les gens viennent avec toujours les mêmes projets, c'est de s'installer à la campagne ou comment faire pour mieux
mieux faire pour s'en sortir à tout Qualité de niveau. vie. C'est ça, oui. D'accord. Alors, on parle de ces stages, justement, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est devenu, et depuis quand, c'est devenu une activité importante de ton projet. Depuis quand ces stages quelle est la fréquence combien de personnes voilà, dis-nous tout. Bah là, je suis pas du tout connu, donc on n'a que 2-3 stagiaires par mois. Mais je fais 2 stages par mois, donc ça suffit pour qu'on s'en sorte bien économiquement, mais voilà, j'espère que ça va agrandir avec le temps. Alors, ce sont des stages de combien de temps? De 2 à 3 jours. Voilà, donc il y a un peu tous les sujets. Je fais le maximum d'informations sur le maraîchage, l'arboriculture, les constructions, législation. C'est ciblé ou ça touche à tous les domaines propres à ton activité? Bah, j'essaie de m'adapter aux stagiaires. D'accord. Je m'adapte à leurs attentes et le stage est fait en fonction de ça. D'accord. Et là, je me tourne vers Julien, et puis, parce qu'en fait, on avait vu par rapport au livre, qu'est-ce qui, comment dirais-je, a éveillé le besoin de sortir ce livre? Et c'est un projet commun, en fait. Je pense que Contre-Culture. Après, on verra avec Julien ce qui l'a poussé à aller vers Contre-Culture, même si on le devine aisément. Mais qu'est-ce qui a fait naître cette idée et la finalité de cet ouvrage chez vous? Alors nous, on a longtemps commencé à travailler en tant que jeune éditeur sur les rééditions, notamment les rééditions de livres qui étaient devenus introuvables ou qui étaient entre guillemets tabous ou interdits. Et puis on a, au fur et à mesure, au bout d'1 an d'existence, à partir de 2012, on a commencé à avoir évidemment des manuscrits qui nous parvenaient. On a aussi commencé à avoir à lancer des commandes auprès de certains de nos rédacteurs, de nos auteurs, de nos militants. Et effectivement, Nicolas, on l'a rencontré à partir, je crois, de 2010-2011. Et quand on a voulu, à un moment donné, avoir un ouvrage qui soit vraiment dédié pleinement au réenracinement et même, j'ai envie de dire clairement, à la paysannerie, à la ruralité, c'est vers lui qu'on s'est tourné. Enfin, naturellement, on a pensé à lui. Notre équipe éditoriale s'est mise à son service aussi pour préparer le livre. Et ça a été un long travail. Hein. Je pense que Nicolas s'attendait pas non plus à un travail aussi acharné. Comme l'a dit Arnaud, il y a un très gros chapitrage. On a essayé au maximum de détailler pour permettre aux lecteurs de pouvoir aller carrément sur un point précis, soit sur l'activité de pépiniériste, soit de son activité de maraîcher, ou alors carrément sur les points juridiques, les points de prospection immobilière. On pourrait aussi parler des difficultés que rencontrent les jeunes pour acquérir du terrain agricole, puisqu'il y a le problème de la SAFER qui se pose, hein, cette institution qui est chargée en France de préempter les terrains agricoles qui sont mis en vente au profit des agriculteurs, parfois malheureusement des agriculteurs intensifs. Enfin voilà, et tout ça pour dire que Nicolas, en fait, ça s'est imposé naturellement, voilà. Parce qu'en fait, la vraie originalité du livre, enfin l'originalité, le contenu du livre, mais faire ça sous la forme d'un guide, c'était quand même, enfin, je veux dire, on voit beaucoup de livres où les gens se font plaisir en faisant des espèces d'autobiographies, en racontant leur expérience. C'est très tendance, c'est très à la mode, il y a un côté très bobo à faire ce genre de choses. Vous avez choisi volontairement d'aller dans une logique d'outils, de moyens, sous la forme de ce guide. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur, ça, justement? Oui, énormément. On est dans une société très narcissique et individualiste. Du coup, j'ai voulu réduire au minimum, réduire au maximum justement la partie qui me concerne pour expliquer qui je suis, tout ça. On s'en fout, je suis Parce on a bien compris que vous étiez quelqu'un de très humble par rapport à la chose, et que ce qui vous intéresse, c'est de transmettre et non pas de parler de vous. La vie vaut vraiment la peine qu'on donne les outils pour que l'humanité s'intègre durablement, vive durablement tout simplement, parce que sinon il y aura une limite. Il faut 5 planètes pour vivre comme un Français, 10 pour un Américain. Rien qu'à ce niveau-là, il faut se rendre compte de ça, quoi. D'accord. Donc en fait, ce projet, c'est un projet commun avec Contre-Culture et vous-même. On peut le définir comme ça. Exactement. Tout à fait. D'accord. Arnaud ? Oui, alors moi, ce que j'ai intéressant, parce que pendant que vous étiez en train d'échanger, je me permettais de feuilleter quelques pages du livre, et ce que je trouve intéressant dans cette aide, c'est la partie où Nicolas explique qu'au-delà des compétences techniques qu'il faut acquérir, la première chose qu'il faut avoir en tête quand on veut
pratiquer un retour à la terre comme la plupart des Français, parce que je crois que maintenant on est à 75 à 80% de la population française qui est urbaine. C'est de se dire que voilà, c'est un autre, on quitte la ville avec toutes les habitudes auxquelles on est habitué, et c'est un monde dans lequel on doit s'intégrer. C'est-à-dire qu'effectivement, et ce qui explique Nicolas, c'est que il y a un certain nombre de contraintes et de choses importantes qu'il faut dire que ça ne se fait pas comme ça, si facilement que ça. Ce qu'explique Nicolas, c'est qu'effectivement, s'il y a bien un milieu où l'anonymat n'existe pas, c'est bien le milieu rural. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu es dans une optique de réenracinement, c'est au lieu de venir avec, comme explique Nicolas, le citadin qui vient un peu comme le colon qui va expliquer la vie aux gens, c'est plutôt, non, on doit s'adapter. Parce que ça me semble important, parce que par rapport à ce que j'expliquais plus tôt dans l'émission, je pense que toutes ces démarches, même quand on est au départ un peu seul, c'est quand même des démarches, toutes les démarches de renseignement, c'est des démarches collectives, c'est des démarches communautaires. Donc on doit s'intégrer, je veux dire, quand on, effectivement, on reprend une ferme dans le Morvan, c'est pas comme si on se retrouvait tout seul avec le premier voisin. C'est pas comme, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, ou même, je ne sais pas, moi, dans les grandes plaines de l'Est, où le premier voisin est à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Là, je crois que les distances moyennes en France, ça reste toujours autour de 5-6 km avant donc d'avoir sa voisin. Donc, c'est pas du tout les mêmes rapports. Et je pense qu'effectivement, toutes ces dimensions d'intégration, de respecter les us et coutumes des gens, c'est-à-dire faire l'effort d'aller dans les cafés, de les rencontrer, de participer aux fêtes locales. À mon avis, ça aussi, c'est quelque chose, y compris même par rapport à notre conception politique, de tout à chacun, indépendamment de, je dirais, des nuances propres à tout le monde, c'est qu'on est quand même dans une démarche communautaire de recréer du lien social. Ça aussi, ça participe de l'évolution et la révolution anthropologique qu'on souhaite mener. Alors justement, moi je connais d'autres expériences effectivement qui sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont similaires à la tienne, Nicolas, mais s'installer quelque part, on parle du lien communautaire et le rapport aux autres, comment est-ce qu'on est accepté? Parce qu'il y a toujours cette image, même quand on achète une maison à la campagne d'ailleurs, où on est considéré comme un citadin qui vient faire casser les prix, ou faire chuter plutôt, ou faire monter les prix de l'immobilier localement. Comment est-ce que il y a un lien dans la paysanne, enfin chez les paysans, en tout cas les gens qui travaillent la terre, il y a une logique d'entraide, en tout cas d'échange. C'est quelque chose que tu vis au quotidien. Comment est-ce que ça s'est passé? Quel type d'acceptation? Est-ce que ça a été difficile ou compliqué? C'est assez catastrophique, mais ça dépend des régions. Hein. Ça dépend des régions. Plus les régions est escarpée, il y a moins de passages, plus on aura. En fait, c'est comme dans les montagnes, hein, des gens très rustres et qui aiment pas trop l'étranger, quoi. Parce qu'en fait, à l'origine, tu es considéré comme un étranger. Quand tu viens t'installer là-bas, à l'origine de ton projet, on a dû te considérer comme un ovni. Oui, dès qu'on vient de Paris ou même de la région d'à côté ou même du village voisin, on peut ne pas être accepté. Hein. Tant qu'on n'a pas une grande quantité de morts dans le cimetière des autochtones, et encore. Ouais. C'est très difficile. Mais ça dépend des régions. Si on va dans le sud vers la Drôme, l'Ardèche, où il y a beaucoup de jeunes, tout le monde se va là-bas, ça va beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus ouverts. Il n'y a pas que des gens en yurts qui se contentent du RSA. Donc il y a plein de gens qui grattent le sol. Ils adorent voir des jeunes sur les marchés. Moi, je suis très mal vu parce que je ne suis pas leur vendre ce que je produis sur les marchés. À vendre 3 francs 6 sous, je vois mes voisins qui font ça. J'ai deux jeunes voisins, ils vendent des fromages de chèvre, de vache. Et puis les autres, ils sont maraîchers. Ils font faillite les uns après les autres. Mais au moins, ils sont sur les marchés. Donc ils sont bien vus. Mais ils ne s'en sortent pas économiquement. Ils vivent avec 500 €. Ils sont à 4. C'est juste, ça fonctionne pas économiquement, ils galèrent. Mais ils sont bien vus. Donc c'est bien gentil de faire plaisir aux gens âgés, mais il vaut mieux commencer par survivre, tout simplement, s'installer durablement. Oui, Arnaud. Et justement, est-ce que, parce que j'ai pas eu encore un temps de lire plus longuement ton guide, mais est-ce que cette dimension, justement, par rapport aux différentes habitudes entre des régions qui sont un peu loin de tout, escarpées, où la population est un peu vieillissante et d'autres moins. Est-ce que ça aussi, c'est des éléments que, lorsqu'on mûrit un projet justement de retour à la terre, ça te semble tout aussi important que... c'est des éléments qui sont tout aussi importants que les capacités financières, que le coût de l'hectare ou effectivement des possibilités d'acquérir un certain nombre de terrains pour se lancer dans son activité? Non, globalement, je dirais que non, faut pas faire attention à ça. Ils sont, même s'ils vous aiment pas, si vous avez besoin d'aide, il y a de grandes chances qu'ils vous aident. Parce que ça valorise l'autre, finalement, d'aider. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits extrêmes, comme en Corse, on peut pas s'installer comme ça. Voilà, ça c'est l'extrême, mais
Sinon, en France... Est-ce qu'il n'y a pas un cap à passer, justement, où on doit faire ses preuves, où on attend assis gentiment que le gars en question se casse la figure et se plante lamentablement, justement, et pour récolter... Après, je sais pas, il y a toujours aussi la rivalité par rapport à la terre, par rapport au fait d'avoir la propriété, le terrain, ainsi de suite. Est-ce que ça... ce côté un peu caricatural tel qu'on peut le voir parfois du milieu rural, de la jalousie entre soi, ou alors on peut aussi voir, parce que je l'ai connu, ou je le côtoie chez des amis qui ont cette logique-là, une logique d'entraide qui va bien au-delà des tempéraments et des engagements qui peuvent être politiques ou des états d'esprit qui souvent sont bien différents. Non, je sais pas trop par quoi commencer. La question est assez longue. Est-ce que justement il n'y a pas un cap à passer, faire ses preuves avant d'être respecté? Alors bon, le fait d'aller sur les marchés, je pense que ça renvoie directement à une logique beaucoup plus économique, parce que il y a cette visibilité de se dire on vend et puis on est dans le système et on est coopté à partir du moment où on est dans le système, ce qui n'est pas ton cas clairement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un cap justement pour le gars qui vient de la ville, qui s'installe, et de se dire on va attendre qu'il se casse la figure et une fois qu'il aura fait ses preuves, ce gars-là on va aller l'aider justement? Non, pour se faire accepter, il faudrait agir par mimétisme, faire exactement comme eux. Dans le Morvan, c'est faire du Douglas ou de la vache. Tant que tu fais pas ça, les arbres fruitiers disent que c'est n'importe quoi, ça se saurait si ça fonctionnait, tout est très traditionnaliste en fait. C'est pareil en Afrique ou ailleurs, si on fait pas les choses comme c'est, naturellement ça a été découvert, que c'est comme ça que ça fonctionne, ou du sapin de Noël, ils font aussi beaucoup dans le Morvan. Donc c'est 3 choses tout le temps. Si tu fais autre chose, ils commencent à te regarder, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de se faire bien voir par ces gens, c'est juste, faut s'occuper de soi-même, ses enfants finalement, les futures générations, et puis... Avec le temps, les gens viendront de même s'il y a quelque chose à manger. Alors justement, est-ce que dans ta logique, ces gens-là ne créent pas leur propre désarroi et leurs propres problèmes en restant prisonniers d'un schéma beaucoup trop classique? Est-ce que la terre, symbole de tradition, est-ce que la première vertu, c'est aussi de savoir se remettre en question? Ouais, je ne sais pas pour eux. Ils font ce qui fonctionne. Le Morvan, c'est une région particulièrement pauvre. Terre très pauvre, climat très rigoureux. Du coup, pendant longtemps, c'était les nourrices morvandaises qui s'occupaient de ça. Les enfants de partout avec un très très haut taux de mortalité, de l'ordre des 70%. C'était juste incroyable. Ils faisaient quelques céréales. Après, ils n'avaient pas toute cette diversité qu'on a maintenant, enfin que j'ai accès. Tout est sur Internet, mais ils ne savent même pas que ces choses peuvent pousser. Ils en restent à aux pommes, poires, les trucs extrêmement classiques, et ils en font pas d'ailleurs, parce qu'ils voient le voisin qui n'en a pas depuis 2-3 ans parce qu'il n'a plus dessus, et pour eux c'est même pas la peine d'y penser. Julien? Ouais, c'est très important de parler effectivement de la, on va dire, de cette habitude de l'intensivité, quoi. En fait, l'intensivité en termes d'agriculture a pris visiblement une telle place dans l'agriculture française que ça en a banni même auprès de familles traditionnellement paysannes, des connaissances que leurs aînés maîtrisaient parfaitement. Et puisqu'ils parlent en plus de la Bourgogne, c'est intéressant parce qu'effectivement le charolais est présent partout. On voit, alors c'est l'avantage, au moins il y a des terrains qui n'ont pas été intensivement utilisés avec des pesticides, même si il y a quand même le problème des nitrates à cause des urines. Et puis il faisait une référence évidemment, je pense que tu faisais référence au chêne Douglas, c'est ça? Parce que c'est vrai que là-bas ça pardon, excuse-moi, je suis désolé. Et c'est vrai que il y a aussi cette culture intensive parce que c'est un produit local qui marche bien, et le problème c'est que forcément c'est des limites qui vont devoir payer aussi à un moment. Déjà leurs terrains peuvent les payer, j'imagine, et puis aussi eux ils peuvent les payer parce qu'ils sont finalement dans la domestication de la PAC. C'est ça, Exactement. Je crois qu'il y a plus d'aide pour les vaches que pour les humains au niveau de l'aide européenne aux agriculteurs, clairement. Donc après. Oui, c'est pas évident. Je crois qu'en plus on est et puis cette logique de défertilisation à outrance. Moi, je vois j'habite dans la Beauce. On en arrive à des situations hallucinantes, ubuesques, où je crois qu'on évalue la fertilité d'une terre au nombre de vers de terre qui y vivent, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est si on n'utilise plus cette logique intensive de l'engrais en permanence, la terre, il faudrait, je crois qu'une terre pour qu'elle se régénère, il faut plus de 10 à 15 ans, je crois, naturellement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque. Je trouve ça totalement affolant, quoi. Oui, Arnaud? Justement, je crois qu'il y a un chercheur qui est assez connu de l'INRA, c'est Claude Bourguignon, me semble-t-il, qui a fait, je vous incite à regarder, les auditeurs
de Méridien Zéro, allez consulter ses vidéos vous trouverez partout ces vidéos, qui explique effectivement, lui vient chez des agriculteurs et qui explique effectivement ce qu'est tous les ravages de l'agriculture intensive, parce que lui c'était l'INRA, donc c'est l'organisme d'État, mais qui est l'organisme d'État qui fait tout pour favoriser le productivisme, le recours aux engrais chimiques et donc à terme aux OGM, et qui explique effectivement ce que c'est qu'une terre qui a tellement été travaillée de manière intensive, elle est compacte, elle ne respire plus, il n'y a plus effectivement de lombric pour l'oxygéner et la faire travailler. Donc, comme c'est une terre qui est devenue tellement pauvre, c'est-à-dire à cause de la chimie, c'est-à-dire qu'on a encore besoin d'encore plus de chimie pour essayer de la faire maintenir avec toutes les conséquences que c'est. Et ce qui fait que de temps en temps, on a des reportages malgré tout où on nous explique qu'il y a des agriculteurs qui... ils ont beau avoir sur l'état civil 40 ans, si on les regarde physiquement, ils en ont 60 ans, parce qu'ils sont tellement ravagés, il y a des problèmes de stérilité, il y a tout un problème de contraintes. Des cancers suite à l'utilisation des pesticides. Et puis vous entendez que des agriculteurs trouvent normal de ne pas manger le produit de leur produit, c'est-à-dire leur propre produit, parce qu'ils savent que c'est un véritable poison, et ce qui explique aussi, indépendamment d'un certain nombre de questions, et moi je l'avais vu aussi avec des amis qui étaient agriculteurs, c'est que vous vous rendez compte que les ruraux, même les agriculteurs, ils vont faire des courses au supermarché, quoi. Ce qui est quand même sidérant. Hein. Alors, vous parlez dans votre ouvrage d'organisation de communes autosuffisantes. Alors, au-delà de la thématique, enfin, vous en parlez, j'ai vu ça. Comment est-ce que vous définissez, c'est quoi cette logique de commune autosuffisante ? L'idée, c'est que, suivant le terrain qu'a chaque personne, il peut faire différentes cultures ou animaux, tout ça. Et que, une histoire d'entraide, faire une espèce de supermarché local. Plus il y a de diversité, plus il y a de choses dans les étalages, et on se rapproche de ce qu'il y a dans un supermarché. Quand on se rend compte, moi je cultive 60 espèces de fruitiers différents, donc ça va des mangues, à des kiwis, il y a des noms qui vous diront rien de toute façon. On ne se rend pas compte que ça peut pousser. Il y a des oliviers qui peuvent fructifier jusqu'en Auvergne. Il y a les amandiers, il y a 30 ans dans le Morvan, les gens mangeaient des amandes, maintenant c'est fini, puis personne ne sait que les amandes poussent dans le Morvan, poussaient. Pourtant il faisait moins 30. Hein. Et il y a même des amandiers en Sibérie, il y a des abricotiers dans l'Himalaya, il y a énormément de choses, on ne se rend pas compte. Alors, le principe de la commune autosuffisante, c'est pas de se dire on recrée du lien social dans des communes rurales, c'est pas de recréer des villages en étant autosuffisants, en étant dans une logique de rupture par rapport à un système qui est celui qui se développe et qui règne en maître actuellement. J'aime bien ce qu'a dit Michel Drac dans une de ses dernières vidéos. Il disait on ne changera pas le système en courant derrière lui, on est obligé de courir devant. Donc je dis aux gens d'arrêter de cultiver les vieilles variétés. Les vieilles variétés, il faut voir. On peut faire des sélections à partir des vieilles variétés, mais les vieux fruits, les vieilles variétés en tout cas, non pas amères ou acides ou pas résistantes aux maladies, ne sont pas adaptées à nos attentes finalement, au niveau goût et au niveau résistance aux maladies. Donc pendant très longtemps... l'INRA et tout ça, ils ont évité de donner ces variétés résistantes parce qu'il y a 57 traitements sur la vigne, 37 sur la pomme. Donc ils évitent de donner des trucs résistants. Mais depuis quelques années, tout ce qui est breveté, en fait, c'est des choses résistantes aux maladies et c'est très très intéressant de les acquérir. D'accord. Alors, vous parliez justement du goût et on parlait en début d'émission de la valeur éducative et de la nécessité de faire passer ce message, de faire connaître l'esprit rural, non, ça veut rien dire, mais je dirais tous les éléments qui sont en adéquation avec la nature et que vous développez et que vous avez à cœur de faire partager aujourd'hui. Il y a un véritable défi à ce niveau-là pour les jeunes générations parce que c'est une question de survie par rapport à toutes les saloperies qu'on nous balance, c'est ce que vient de dire Arnaud, par rapport à la logique du goût. Alors on nous serine là dans les écoles avec la semaine du goût qui, à mon avis, on peut pas être dans une logique où on referme la parenthèse, on est dans une logique de la durée. Comment, est-ce que vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice ? Est-ce que dans vos stages, vous auriez possibilité ou envie d'aller ou sortir de vos stages, d'aller dans les écoles ? Je sais pas, moi je dis ça, j'en sais rien, mais pouvoir faire des dégustations sur des choses plus anciennes. Vous parliez au niveau des sensations, au niveau de tout ça, c'est aussi réapprendre. On est dans une logique aujourd'hui, on parle de réenracinement, mais c'est aussi une reculturisation, je sais pas comment on peut dire, mais il y a un travail énorme à ce niveau-là à faire. Oui, en effet, si je mettais les fruitiers qui poussent sur mon terrain, sur les marchés, les gens ne les achèteraient pas parce qu'ils ne connaissent pas, ça c'est certain. Donc je perdrais beaucoup de temps, et puis il faudrait donner beaucoup de choses gratuitement pour que les gens s'y mettent, ça prendrait un temps fou. Donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas trop de les éduquer là-dessus.
Ça prendra son temps, c'est tout. Surtout s'il y a une crise économique qui augmente, ce ne sera plus un problème en fait. On se posera plus cette question. Il y a une vraie valeur pédagogique aujourd'hui dans cette volonté de faire connaître votre travail, mais de faire connaître les légumes, les fruits, de retrouver des éléments vrais, des choses essentielles, enfin fondamentales en tout cas, qui passent par... on parlait de bon sens, du bien commun, on parlait de cet esprit de communauté, qui sont indissociables du rapport à la terre et de l'alimentation. Ça fait partie d'un principe, je dirais même civilisationnel, beaucoup plus général, qui fait que l'individu est le produit de l'environnement dans lequel il vit, et non pas uniquement une logique citoyenne et économique telle qu'on voudrait nous le faire croire. Voilà. Bon, je referme cette parenthèse-là. Julien, peut-être un commentaire sur les dernières choses qui ont été dites ? Oui. Moi, c'est vrai que je pense beaucoup au terme d'autonomie d'un point de vue politique, parce qu'il nous rapproche du terme d'indépendance, en fait. Aujourd'hui, je pense que tous vos auditeurs, tous nos amis, on va dire, qui sont dans nos cercles, sont conscients qu'on est quand même sous une sorte de chape colonisatrice, qu'elle soit européenne, qu'elle soit tout autre, qui fait que se tourner vers l'autonomie alimentaire notamment, ça semble vraiment prioritaire parce que déjà on a Monsanto en ce moment qui est au centre de nos attentions à nous militants nationalistes, et puis que donc autant commencer déjà à montrer le chemin par nous-mêmes, sachant qu'il y a la question aussi évidemment là-dessus, je pense que peut-être sera intéressant que Nicolas parle un petit peu, la question évidemment des semences et la question en ce qui le concerne pour les pépinières, la question des greffons. Oui, alors justement les greffons, j'ai cru comprendre que ton frigo était plein de greffons. Alors ça reste énigmatique et il faut absolument que tu puisses nous dire de quoi il s'agit. Parce qu'apparemment il y a aussi le rôle de l'Internet dont on peut parler au niveau de l'échange de la pratique communautaire. Justement, on s'échange des choses. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un greffon ? Greffon, c'est une variété sélectionnée depuis récemment ou il y a très très longtemps. Donc il a la génétique qui nous intéresse et on peut le poser sur un arbre sauvage ou sélectionné aussi pour ses caractéristiques. On le pose dessus et on attend qu'il y ait une soudure. Et une fois que ça s'est soudé, on a l'arbre sauvage, enfin le porte-greffe, on appelait ça, il porte la greffe. Et la partie greffée porte la génétique qui nous intéresse, qui a les fruits intéressants. Donc c'est quoi ? C'est la magie de la vie, et c'est également aussi une logique, parce que ça pourrait être une manière de jouer un peu les apprentis sorciers ou des choses comme ça. On est dans quelle logique justement ? Oui, ça fait un peu ça, apprenti sorcier. C'est vrai que ça n'arrive pas trop dans la nature, même pas du tout. Mais ça fonctionne et on fait ça depuis très très longtemps. Apparemment, on voit en Égypte, ils greffaient des choses déjà. C'est la même logique qui permet de créer des variétés de roses nouvelles à l'infini, enfin ou presque. Il y a aussi de l'hybridation, puis surtout manuelle au niveau du pollen. D'accord. On castre les étamines en pollen, on pollinise et c'est comme ça qu'on crée une nouvelle génétique. Mais pour multiplier, c'est comme du clonage, mais on clone sur un porte-greffe différent. Il n'y a pas plus facile finalement pour introduire des variétés à moindre coût que d'utiliser la technique du greffage. Et le rôle de l'Internet au niveau des échanges et de cet esprit de partage, il est important pour toi, il est essentiel, et comment ça fonctionne exactement ? Sans Internet, j'aurais pas pu avoir tout ce que j'ai. J'aurais des pommes, des poires, enfin ce que le pépiniériste du coin vendrait en fait. Il n'y aurait pas eu cette bourse au greffon greffé.net où j'ai pu échanger. Au début, j'avais rien, de la reine des rainettes, des trucs classiques. Winter Banana qui est une pomme inutile, mais elle a un joli nom, du coup tout le monde l'achète. Mais il y a plein, c'est toujours comme ça, il y a très peu de pommes intéressantes finalement. Enfin, il y en a 100 000 en Occident, 100 000. Des variétés, oui. Donc il faut bien sélectionner les variétés, sinon, parce que ça sert à rien d'avoir un beau design bien joli si les fruits, personne n'en veut. Le plus important, c'est la génétique. Donc le partage via l'Internet, qui là aussi est une source d'échange a priori essentielle et fondamentale pour toi. Oui, colossal, mais ils ont plus de 5000 variétés. Ils ont énormément de choses pour même les fraises, les agrumes, enfin c'est énorme, les pommes, tout ce qui est, même ce qui est méconnu, même des manguiers là, voilà. Un commentaire, Arnaud ? Non, mais ça prouve que voilà, c'est qu'on peut être critique parfois à juste titre de la virtualité, mais en même temps... La virtualité bien pensée et bien utilisée. Voilà, c'est toujours la même chose. Toujours répéter qu'aucune technique n'est par essence neutre, mais en même temps, parfois, il y a certaines techniques qui peuvent être utiles, et en tout cas Internet, et notamment pour les échanges, parce qu'effectivement, pour sortir
effectivement, je pense que pour beaucoup de gens qui essayent de se lancer dans le retour à la Terre, qui veulent un autre retour à la Terre que l'être classique, Internet, effectivement, ce qu'expliquait Nicolas, est quand même plus utile que quand on fait une formation, je dirais par les lycées agricoles, on reste quand même dans ce qu'on a, c'est-à-dire la logique productiviste, la technique, voilà, les fongicides, les pesticides, si on peut se mettre au service de Monsanto, et puis voilà, il faut des quotas minimum, et puis voilà, comment réfléchir quand on est céréalier par rapport à la PAC. Telle année, je sais que j'ai une prime sur le colza, l'autre année, j'ai une prime sur le froment, et puis après, j'ai une prime sur le tournesol. Bien. Merci, on arrive au terme de notre émission. Je crois que c'était nécessaire, indispensable de présenter Nicolas à nos auditeurs au travers de cet ouvrage passionnant. J'ai vu, ou plutôt j'ai lu, sur un forum de discussion que ton livre, allons-y, était, comment dirais-je, sous-titré, enfin, un des lecteurs marqué, il parlait de Bible du paysan au présent. Voilà. Je crois que tout est dit. Je sais pas ce que ça appelle comme commentaire. Je sais que, quand on est très humble comme toi, c'est pas évident de réagir à ce genre de propos, mais Bible du paysan au présent, ça prouve quand même qu'il y a de la matière, et il y a un succès, et il y a une écoute. En tout cas, il y a un besoin. Alors, je vais pas être fier de ça. En fait, c'est les informations, grande partie, je fais comme tout le monde, je lis, j'apprends et je redonne. Donc il y a très peu, j'ai fait très peu de découvertes. Hein. Bon. Voilà, encore la marque de ton humilité, ta simplicité, mais c'était vraiment, merci beaucoup de ta visite, parce que ça permettait, cette émission nous tenait à cœur, Arnaud et moi-même. On avait à cœur de vous recevoir tous les deux pour justement parler de ces choix-là, de ces volontés de rupture, de retour à la Terre, qui sont pas uniquement des mots, qui sont pas uniquement des intentions, qui sont aussi liées au quotidien de certains, de gens qui font des choix et qui décident justement, dans une logique militante, dans une logique d'engagement, de donner corps à leurs idées et à à une philosophie de vie, et de la vivre pleinement. Ça, c'était important. Faut remercier, je pense aussi, Contre-Culture pour le boulot qui a été fait là-dessus, parce qu'il y a vraiment, ce livre est vraiment remarquable à mettre entre toutes les mains. On a parlé rapidement des stages. Je sais on a parlé en début d'émission de Prenons le maquis, dire qu'il y a un stage qui est organisé avec justement notre ami Nicolas courant juin. Oui, tout à fait. Prenons le maquis fait un partenariat donc avec Nicolas. Ils ont tout type de stages avec lui. Bon, évidemment, c'est plutôt des stages qui sont tournés vers l'initiation à la permaculture en l'occurrence, mais aussi à l'habitat autonome, puisque Nicolas travaille aussi sur des constructions autonomes. Il n'aura pas trop eu le temps d'en parler, mais c'est une de ses spécialités. Il a même réussi à la construction d'un troglodyte sur son domaine, un magnifique troglodyte. Faudra un jour faudra quand même faire un petit documentaire là-dessus un de ces jours. Bien, merci en tout cas à vous deux. Je renvoie dans tous les cas pour acheter ce livre. Il est indispensable, on ne le dira jamais assez. Nicolas Fabre, Mon retour à la Terre, guide du néo-rural aux éditions Contre-Culture. Vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies et aussi et surtout sur l'excellent site de Contre-Culture, www.contreculture.com. Voilà, merci. Et comme il est de coutume, à l'abordage et pas de quartier. À bientôt, merci.